April 1940. The Battle of Narvik. Britain's aim, the occupation of this North Norwegian port to interdict its vital role in the supply of iron ore. But by the end of the offensive, 2 months later, the British Army's campaign has failed. Not the Royal Navy's, however. In a series of battles, the RN sinks 10 German destroyers, nearly half of all these valuable ships in the Kriegsmarine's line of battle, key to any plan for the invasion of Britain. A shattering blow for the modern but small Nazi surface fleet, from which it never recovered. But it might have. After the fall of France later that same year, the ships of the French fleet, many of them state-of-the-art warships, made a tempting prospect for the Kriegsmarine. At a stroke, Germany might find a way to make up losses by cherry-picking the Marine Nationale, and the most tempting prospect of all had to be the Force de Raid, the elite strike force of France's powerful navy. The Force de Raid was the cutting edge of the French Navy at the beginning of the Second World War. It consisted of the two newest capital ships, Dunkirk and Strasbourg, the newest cruisers, the newest contre-torpilleurs, the super destroyers. It was a very powerful force indeed, manned, I suppose, with getting on, at a rough estimate of getting on for about 10,000 people if you account all the people in the force. It didn't always stay together all the time, but it was a very important asset used paradoxically, as it was known as the raiding force, largely as a counter-raiding force, as a counter to the movements of the German surface raiders. And in that job it worked in very close cooperation with British warships. So much so, in fact, that ironically, the British battlecruiser Hood became very close to the French battleship / battlecruiser Dunkirk. They had a very close relationship. And sometimes, in fact, British ships operated under the command of the Force de Raid in what we now call a combined force. So the Force de Raid was the major cutting edge of the French Navy at the time, of the French Navy's surface fleet. In July 1940, this cutting edge was in its sheath, the naval base of Mers-El-Kebir, near Oran, in the French colony of Algeria. Its very existence after the occupation of France was the stuff of nightmares for British naval planners. What if the Axis seized and manned these ships? The naval threat to Britain would surge overnight, and keep on surging. To be sure, the head of the French Navy, Admiral François Darlan, had personally promised Winston Churchill that he would never surrender his ships. And he was a man of his word. Admiral Darlan was the father of the World War II French Navy, one could say. Darlan was a person of great force of character. He had, more than any other single person, pushed through the expansion and improvement of the French Navy in the late 1930s. He'd handled the political situation remarkably effectively. He'd worked with the politicians remarkably well. He was a very dominant personality. But however dominant his personality, could Darlan's word prevail against the force majeure of the Axis war machine? In the end, for the British, the answer was no. So Operation Catapult was launched, sequestering French naval assets wherever they might be. The prime target, Mers-El-Kebir. Led by the iconic battlecruiser HMS Hood, flying the flag of Admiral Sir James Somerville, the Royal Navy's Force H was sent from Gibraltar to bring out the Force de Raid and its sisters to join the Allies, or to persuade them to sail to British ports or French colonies, or to disable, even scuttle their ships, or in the end, to destroy them. A prospect filled with dread. The more so as the Royal Navy and the Marine Nationale had worked together from the beginning of the war. My father, Commander John Warrant, was at Mers-El-Kebir aboard the Hood when the terrible command came through to shell the French warships. And
this was particularly painful for him because only a couple of years before he had served as a liaison officer aboard the Strasbourg, the French battleship Strasbourg, and he had a very happy time there, and the officers had great respect for what he'd been able to help them with. As such, when he left the Strasbourg, they presented him with this medal, the Strasbourg medal, which I hold up to show you. And it's been a very prized possession of mine for many, many years. They were our friends. I mean, Admiral Gensoul, who was the commander of the French ship, had been a good friend and had been conducting exercises right up until May of that year. It all happened when France fell. To be honest with you, it was a political thing. The Navy are given instructions and they have to obey them. And Churchill, in all his wisdom, thought that was the thing to do. They had all the options, as you know, and it had to be done. Hitler said he wouldn't use them, and you couldn't believe a word of that. Force H lead ships had a formidable range of firepower. Along with HMS Hood as the Force flagship, H could boast 2 battleships, HMS Valiant and HMS Resolution, with the carrier Ark Royal providing air power and air cover. Cruisers and destroyers escorted the capital ships. But the lead French warships at Mers-El-Kebir, commanded by Admiral Gensoul, also presented a strong force profile. Dunkirk and Strasbourg of the Force de Raid were modern and formidable battleships, backed by Provence and Bretagne, First World War battleships, and an array of escorts. But the French were trapped in harbour, and Force H wasn't. For André Jaffray and his Bretagne shipmates, though, on a march ashore as Force H came in sight, the arrival of the British was cause for rejoicing. Puis on marchait, puis on était jeunes, on était heureux. Tu vois. Et puis on longeait la côte, en général, on allait vers Eyne-el-Turk. Oh, ça se situait à 5-6 km. C'est agréable, on voyait la mer, tout ça. Et puis, je me rappelle toujours le capitaine qui nous conduisait, bien sûr. Il insistait et regardait souvent vers le large. Nous, on suivait. Et puis, à un moment donné, il s'arrête, commande halte, il prend ses jumelles. Et il y avait des bateaux qui pointaient au large, à la ligne d'horizon. Mais on ne pouvait pas les identifier, on ignorait. Et alors tous, alors il y a déjà des Anglais qui arrivent. Le capitaine, il dit, oui, ce sont les Anglais, ils viennent vers nous. Hurrah! Tout le monde se met content à sauter de joie. Oh, mais ça y est, on continue la guerre avec nos alliés, les Anglais. Oh, c'est bien. Oh. On ignorait tout de ce qui allait se passer, bien sûr. What was about to happen had the looming inevitability of tragedy. Repeated attempts by the British to negotiate a resolution without opening fire, hoping that Gensoul would bring out his fleet to join them, collapsed in failure. Then hell came to Mers-El-Kebir. Et puis alors, dans la soirée, vers 5 heures, je sais pas là, un silence, et puis tout d'un coup, une salve. Enfin, on ignorait tout d'un coup, mon bateau, il a vibré. Une salve d'artillerie, et la salve est tombée sur la digue de Mers-El-Kebir. Touché, quoi. Et une deuxième salve. Ah, ça y est, on est foutu, quoi. Ils sont en train de nous tirer sur leur... Là, on entendait les gars avec les bandes de salauds, enfin, réaction normale. Après, poste de combat, chacun allait à son poste, mais on n'a pas eu beaucoup de temps. Hein. On n'a pas eu le temps beaucoup de réfléchir. Parce que les premières salves, tout de suite, sont tombées sous la digue, en même temps que sous la Bretagne. Et la Bretagne a sauté en même temps que la digue.
Et nous, quelques secondes après. Alors comme l'explosion a eu lieu, moi j'étais au petit télébête, à côté de la tourelle 3, j'étais au télébête, j'attendais que les avions viennent, mais ils n'arrivaient pas. Mais j'étais là à mon poste. Et puis alors, d'un seul coup, j'ai entendu l'explosion. J'ai entendu, je ne me souviens pas, ça fait tellement de bruit qu'on n'entend pas. Seulement, j'ai aperçu tout de suite la ferraille qui sortait autour de moi. Et puis bon, là, ça a commencé à canarder. Et puis je vois toujours mon gars qui était à sa pièce, là, pointeur en direction. On l'appelait le Gaulois parce qu'il avait des grosses moustaches. Il regardait par l'interstice, vous savez, les pièces. Donc, voilà, une giclée de sang. Il a été décapité. Et moi, j'ai plein, vous voyez, un petit peu, c'est impensable. Un obus a traversé la coque, enfin, et a pénétré Casbah 13 où j'étais et a continué. Et il a explosé dans les soutes, mettant en flamme, le mazout en flamme. Et alors, une fumée incroyable. Je vois, j'ai toujours en image le second maître de pièce, chef de pièce, paniqué, et il tournait en rond, et le pauvre, il est tombé dans le trou d'où s'échappaient des flammes, un brasier. Il ne pouvait plus respirer, pour quelle raison? Il avait mis son masque à gaz. L'image m'est revenue après. Il avait oublié d'enlever le bouchon du masque à gaz. Vous savez, il y a un petit bouchon. Allez, il étouffait, quoi. Alors, enfin bon, puis d'autres sont tombés également. Ça a été la bousculade. Et moi, j'étais là, en train de... Je vais cramer là, quoi. Je vais mourir là. Et que faire? Je suis descendu sur le pont, parce que j'étais sur le spar-deck, en haut. Je suis descendu sur le pont. J'ai eu le temps de regarder. Tout sautait, tout était en feu autour de moi. J'ai eu le temps de voir le commandant en second avec son porte-voix, sauf qu'il peut. Au porte-voix. Alors là, je n'ai pas hésité. Hop, j'ai passé par-dessus la barrière et puis j'ai sauté. J'ai sauté, mais tous ceux qui étaient plus à l'arrière que moi étaient morts. Ça fait que j'étais tout seul à sauter à l'eau. C'était ça le drame. Alors j'ai réussi à arriver à l'échelle pour gagner le pont. Alors à l'échelle, c'était la bagarre pour avoir l'échelle. Une échelle, c'est à bord, c'est large comme ça. C'était la bagarre. Alors ça se fait. Alors moi j'essaie de me faufiler. Je reçois une pêche. No coûte. Pas longtemps. Néanmoins, le peu de temps que je suis resté inconscient, je suis revenu à moi. Et le bateau, déjà, le Bretagne, il chavirait. Hein? L'eau pénétrait déjà de partout par les hublots, l'eau. Et chavirait. Et moi, j'étais collé. Et ça fait qu'à un moment donné, la paroi comme ça, cette paroi-là, c'était le plancher. Alors je marchais sur le plancher et j'avais accès directement à l'échelle. Pour sortir, quoi. J'ai réussi à gagner la rambarde au bord. Et je regarde en bas et je voyais les gars, c'était vraiment une bassine à frites, quoi. C'est des frites dans... Ah oui, ils étaient en train de cramer. Le cri atroce, atroce. Il y a des flashs qui me sont revenus longtemps après, mais que j'ai toujours en mémoire. Le bateau, il faisait comme ça, vous savez. Alors, à l'avant, ici, il y avait une drisse, quoi, avec le pavillon. Il y avait des gars qui étaient coincés là, qui ne savaient pas nager. Parce que malheureusement, dans la marine, surtout les réservistes qui étaient rappelés, ne savaient pas nager. Après, c'est une salle de 380 qui est tombée à proximité, pas loin de moi. Je me demande comment j'ai pu échapper. Elle est tombée. Elle m'a soulevé et je suis parti dans la gerbe. Je sais pas, comme dans un ascenseur. Et puis, autant, à redescendre autant.
Alors là, là, je tourbillonnais avec la gerbe dans le fond de l'eau. Alors là, j'ai cru que c'était ma dernière heure. Là, je vous dis tout de suite, un dixième de seconde de plus, j'en pouvais plus. J'ouvrais la bouche et puis j'ai vu ma mère, j'ai vu tout. Enfin, épouvantable. Alors après, j'ai fait surface quand j'ai vu le ciel. Alors, bon, alors on continuait à nager vers la côte, vers la côte. D'un seul coup, j'ai vu le capitaine torpilleur sur un you-you, je ne sais pas comment on appelait ça, une petite embarcation là, avec un matelot, un gars de Groix, un inscrit maritime aussi, un ancien pêcheur de thon, un joueur d'accordéon. Et puis, il m'aperçoit ma tête dans l'eau. Alors, il était signe. Alors, il monte, mes mains faisaient ça du bord. Alors, ils ont mis l'aviron par le travers. Alors, ils m'ont pris par le travers et basculé dans le bateau. Alors, je suis tombé dans le bateau, bon, pas plus ou moins. Ah, mais toujours mon cerveau, hein. Toujours ma tête. Hein. Alors donc, j'ai sauté, puis je me suis laissé couler. Mais il fallait bien que je respire, alors je suis revenu en surface. Mais quand je suis revenu en surface, j'étais brûlé à chaque fois. C'était pas des grandes flammes, c'était des flamèches, tu sais. Hein? Ouais. Mais impressionnant. Alors donc... Là, je me suis laissé couler, je voyais entre deux eaux des cadavres. Là, Pearl Harbor, le film, là, il relate bien les images que j'ai vues entre deux eaux. Hein. Ouais. Les gars qui étaient noyés, quoi. Et puis, j'ai nagé, je sortais, il y a un ou deux qui ont essayé de m'attraper. Je me rappelle une poignée de main, mais tous mes cheveux sont restés avec, parce qu'ils étaient cramés, mes cheveux, brûlés. Et alors j'ai fait ça plusieurs fois, sortant, mais j'avais du mal. Et à un moment donné, quand même, je me suis trouvé dans une éclaircie, quoi, une nappe un peu éclaircie où l'eau était propre. Et là, j'ai réussi à mettre sur le dos et à faire la planche. La planche est sur le dos. Et j'ai vu le spectacle. Oh là là, je suis resté quelque temps là. Des gars qui sautaient encore, et puis les hurlements, maman, enfin... Et la Bretagne, tout d'un coup, a chaviré, puis la quille en l'air. Alors, il y avait des gars qui couraient sur la quille, qui venaient. Et à un endroit, je ne sais pas, il y a eu une explosion. Les gars, ils ont explosé, déchiqueté complètement, et les morceaux de viande me tombaient tout autour. De quoi? Ah ouais, ça, une image qui m'est restée toute la vie. Hein. Des bouts de bras, des vêtements, des trucs qu'on ne pouvait même pas identifier tellement c'était affreux, sanguignolant. Alors là, bon, et puis je me suis quand même retiré. Et puis alors, j'ai nagé vers la côte. La terre était assez loin, mais ça fait rien. Et il y avait une barcasse qui était là, chargée à bloc, excusez les termes, hein, chargée à bord, des marins, des blessés, tout ça. Et un gars avait la rame. Hein. Alors moi, je m'agrippe à la barre pour essayer d'aller à bord aussi. Le gars, il me dit, monte pas, autrement on coule. Après, j'ai réfléchi, c'est vrai. Et puis, il était menaçant. Hein. Et c'est vrai, l'eau était à ras-bord comme ça. Hein, terminé. Alors que faire? Je me suis laissé aider à aller. J'allais, puis je suis arrivé à l'arrière de la barcasse. Et derrière la barcasse, il y avait un bout avec un S, un crochet, quoi. Alors, je dis, quand même, je ne vais pas gêner. Hein, je m'accroche au bout et on appelait ça la plaque à chien dans la marine. C'est une plaque métallique avec votre identité. Je m'accroche à ma plaque à chien. Sur ma plaque à chien, il y avait une médaille de Sainte Vierge, Sainte-Anne d'Auray, que ma grand-mère m'avait donnée avant de partir à la guerre. Alors je la regardais, je pleurais, je dis, oh, Sainte-Anne d'Auray, si tu veux faire quelque chose pour moi, je t'en supplie, hein, parce que là, je vais crever. Hein. Alors, je me suis accroché,
Et puis de grade à micro. Et puis tout doucement, bien sûr, ça n'allait pas vite. La Terre était encore assez loin. Et puis bon, je me laisse, et puis j'étais à moitié somnolent. Alors c'est là, j'étais inconscient, c'est comme un cauchemar. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je revoyais ma mère, mon père, ma petite sœur, et ma grand-mère. Ah, ça fait grand-mère. Et puis bon, et puis tout d'un coup, tac, ma chaîne a pété. Ah, j'ai dit, ça y est, foutu, quoi. Je vais couler, parce que... Et puis alors, je me laisse aller, je dis, tant pis, allez. Alors non, c'est vrai, hein. Et alors je me suis mis dans la position droite, vous savez, dans l'eau. Puis tout d'un coup, j'avais pied, et j'avais l'eau jusqu'au là. Et je dis, bon Dieu, mais j'ai pied. Donc si j'ai pied, c'est que je suis encore vivant. Alors bon, je marche. Bon, alors j'avançais toujours, et puis j'arrive, et puis alors la plage de Mers-El-Kebir, en fait, c'était des rochers, quoi, un peu des gros cailloux, quoi. J'arrive là, et puis n'en pouvant plus. Je m'affale. 1,297 officers and men of the Marine Nationale lost their lives in the attack on Mers-El-Kebir, which was briefly resumed by air. The battleship Strasbourg and 4 other ships had escaped, but the battleship Britannia was sunk with heavy loss of life, and 5 other ships of the fleet, including the battleships Dunkirk and Provence, lay aground and damaged. Admiral Somerville called it that filthy job. It was the biggest political blunder of modern times, he said. We all feel thoroughly ashamed. My grandfather absolutely loathed what he'd been asked to do. I mean, it went across almost every sort of code of seamanship, if you like, that there is. And actually, I think that comes out clearly in what other people have said. They've, other sailors in his ship said, we didn't want to do it, and our admiral didn't want to do it, because, the honour among people who are mariners is very, very strong. And, they had been our allies. So I think he was incredibly conscious of that. He negotiated all the way, right up to the last minute, until he got this very abrupt telegram from Churchill saying, basically, just do it. And so he had to do it. But he wrote to his wife all the way through the war, wrote a letter every day. And I know those letters are very, very expressive of how awful he felt about having to do it, how full of anguish, pain, and upset he was about having to do it. I was only 4 at the time, so my mother was invited aboard the Hood when she returned from Mers-El-Kebir, and they were walking around the decks, and my mother said, "Why are the decks so green?" to my father. And he said, well, the French used different dyes for different ships, and the ship that was firing on us, it was using a green dye. And the result is, this is from splashes from nearby shells falling in the water and throwing up great columns of water which splashed on the deck and which were coloured green. He said, I never really want to talk about this incident again. Mers-El-Kebir was a disaster for the relations of the Royal Navy and the French Navy. It led to a lot of understandable hostility. Partly, I think, because the Royal Navy had not believed the French promises that the fleet would be scuttled if the Germans tried to take over. And of course, Toulon demonstrated in 1942 that that was what exactly would take place. It had very negative effects throughout. The only positive effect, it's often said, is that it showed the Americans, it showed Roosevelt, that the British were serious, that they would stop at nothing to survive. And also the Americans were quite worried about the fate of the French fleet as well. So the British neutralising the capital ships was very much in America's interest. And it was a part, although I think it can be overstated, but I think it was a part of the growing entente between Britain and the United States. This tragedy of nations still resonates. Andy Palastides is a filmmaker and producer. He's working on a long-term project for a feature film about what he calls Europe's Pearl Harbor.
its echoes of international understanding and misunderstanding heard and felt even today. Whereas the French said, we have promised you that these ships will never fall to Germany. And in their minds, that was a cast iron guarantee, because we will never allow these ships to fall to Germany. And on the British side, we were saying, well, we don't trust Hitler won't try and seize these ships. And history shows that we were both right. You know, Hitler did try to seize the ships, but the French ensured the ships didn't fall to Hitler. But because there was a lack of understanding of that particular nuance, and because there was a lack of trust, and because at the end of the day, this wasn't really about those ships in the harbour, this was about sending a message to the wider world, this happened. And I think what resonates is we see this in the world today. The world is not black and white. The world is filled with shades of grey, and you have to understand the nuances, and you have to dig a bit deeper than just they're the good guys, they're the bad guys. You know, everything happens for a reason. Try to understand it. I call my company Free Edge Productions, and that's because, another was saying, understanding is a free-edged sword. There's your side, there's my side, and there's the truth. And you have to understand all of those to really understand what happened. That sword has been beaten into a ploughshare by the HMS Hood Association and the Mers-El-Kebir Association, who now meet regularly in friendship, working to overcome the anger and sadness left by the terrible events of July the 3rd, 1940. On est tombé d'accord pour, à travers un lien à créer entre les deux associations, parvenir à une réconciliation, quoi. Je me rappelle du terme reconciliation. We were invited by the Mers-El-Kebir Association on the, let me get this right, 70th anniversary to go to Brest for their commemorations. And we were given a fantastic welcome by members of the Mers-El-Kebir Association, including André Jaffre and other men who'd been there, and the families and so on, everyone associated with it, and those indeed who had lost loved ones there. And we could not have been made more welcome than we were. And I met after one of the numerous very nice occasions we had a lunch at the equivalent in Brest of this club. And afterwards, one of the veterans came up to me and said, "Vous parlez français?" I said, "Un petit peu." Mais bien, vous parlez français bien? I said, "Oh, okay." Okay, he said, "Ce n'était pas les marins, c'était la politique," which I thought was very generous of him. I think that's right. The point being, it wasn't between the navies, it wasn't between the seafarers, it was politics. On était très très bien accueillis, et à plusieurs reprises on a été invités au service à l'église Saint-Georges, et dont une fois j'ai été présenté par le pasteur et qui m'a invité à prendre la parole. Donc j'ai dit qui j'étais, pourquoi j'étais venu et tout ça, et un grand moment d'émotion. Et à chaque fois on est accueillis comme ça. Alors notre ancien André Jaffre, hélas disparu maintenant, y est allé plusieurs fois aussi, a déposé une gerbe, et je crois que tant qu'on pourra le faire, on échangera de cette manière-là. Je crois qu'il faut maintenir ce lien. You should respect these things, and particularly when, as in the case of Mers-El-Kebir, such a horrible blow has been suffered. It's a matter of human honour and dignity.